souhaite la bienvenue à tous et surtout à Miguel Benassaya, que j'ai qualifié dans mes mails de philosophe extraordinaire, n'est-ce pas? Et il est effectivement extraordinaire parce qu'il est en dehors des chemins battus. C'est un parcours un peu difficile, mais néanmoins prégnant qu'il a eu, pertinent. Il est philosophe, il est psychanalyste, il est aussi chercheur en épistémologie, et puis il est ancien militant, résistant, guévariste, puisqu'il est franco-argentin et il a fait le combat contre la dictature militaire de 60, enfin qui a régné entre 76 et 83. Et il s'est fait prendre dans les filets de la police et de la dictature. Il a fait 4 ans de prison quand même, torture comprise, et c'est par une circonstance vraiment heureuse qu'il a pu être libéré. C'est surtout aussi grâce à sa double nationalité, franco-argentine. Et donc il a débarqué en France en 1980. Donc, depuis, il n'a pas arrêté d'étudier et d'écrire surtout. Il a commencé déjà à étudier à Buenos Aires, où il est né, en faisant la médecine, la philosophie et autres disciplines sociologiques. Et puis, en ce qui concerne son écriture, il est auteur quand même d'une quarantaine de livres. Je cite seulement les derniers titres. La singularité du cycle du vivant, fonctionner ou exister, avec un point d'interrogation. Et puis aussi le cerveau augmenté, l'homme diminué, ça veut tout dire. Et le dernier en date, donc, la tyrannie des algorithmes, un petit fascicule qui est en rupture de stock, nous a conduit à l'édition qui est textuelle, et ça a paru à la belle collection Conversation pour demain. Évidemment, c'est un titre qui est dans l'air du temps, et nous allons voir comment Benassaya entreprend un autre combat qui n'est pas militant avec des armes, il ne combat pas une tyrannie, cette fois une dictature, mais cette fois il se bat contre ce qu'il appelle la force calculante des algorithmes, et qui menace nos démocraties qui sont en passe de devenir des technocraties. Alors une question fondamentale qui pose dans ce petit livre, ce petit fascicule intéressant et percutant, c'est l'agir dans la complexité de nos sociétés et comment libérer les gens de leur sentiment d'impuissance. Nous l'avons tous face à ces algorithmes, face à ces robots, face à ces machines qui forment les big data. Donc, à propos de ce titre, l'agir dans la complexité, comprendre et agir dans la complexité, Miguel consacre tout un séminaire depuis novembre, et puis même avant, à ce thème, et vous pouvez vous inscrire. La prochaine séance sera le 5 février à 20h30 à la rue 26 Terre. Non, 21. Bon, vous aurez toutes les précisions si ça vous intéresse. Alors, qui parle d'algorithme parle évidemment aussi d'intelligence artificielle et des robots. Est-ce que les robots, ça c'est la question, ne pourraient pas nous décharger justement de quelque chose qui nous paraît ennuyeux, des tâches ennuyeuses, c'est ça, et nous aider au lieu de nous menacer? C'est une question provocante évidemment, et c'est pour te faire parler, cher Miguel, et cette délégation des tâches à la machine, en quoi est-elle dangereuse? C'est ça que je voulais savoir, et comme première question, j'en ai 2 autres après, mais je te laisse commencer ta conférence. Il y en a un autre, non? T'as vu? Ça marche, non? Ça marche pas. Ah oui, ça marche.
Bon, bonsoir. Alors d'abord, pour que personne soit déçu, que vous ne découvriez pas en disant « Ah, mais finalement on a compris, il n'y a rien d'extraordinaire » à la fin, je me suis dit, bon, j'étais présenté comme un philosophe extraordinaire, je me suis dit « Merde, il va falloir être à la hauteur ». Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'extraordinaire? Alors je me suis dit, est-ce que faire un triple saut dangereux au début, c'était dangereux, parce que, c'est-à-dire, si jamais je les loupe, après, vous devrez partir sans rien. Alors bon, je vous garde ça pour la fin, mais ils m'ont mis quand même dans un sale truc, parce qu'ils ont promis que vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Je me pointe moins. Comme ça, la seule chose que vous pouvez constater tous d'extraordinaire, c'est de dire, mais quel métèque, ça fait 40 ans qu'il est en France, il parle toujours comme ça. Bon, ça déjà c'est pas mal, c'est un peu extraordinaire. Bon, après je vais essayer de chercher d'autres trucs pour justifier une telle annonce, mais je vous dis quand même que mes filles et ma maman sont d'accord sur les caractères extraordinaires. Bon, après on va voir à la fin, mais je vous remets, c'est un triple saut dangereux. Alors là, ni Hegel ni Kant faisaient ça. À partir de la table, bon, vous verrez. Bien. Alors donc, au fait, ces petits bouquins que j'ai fait avec un jeune philosophe qui me posait des questions, Régis Meyer, et c'est une commande. J'ai fait seulement 2 fois des bouquins de commande. Une fois, on m'avait demandé de faire un bouquin sur le Che. Moi, j'ai accepté de faire un bouquin un peu sur... voilà. Et là, c'est une deuxième fois qu'ils me font une commande parce qu'ils m'ont dit, bon, par rapport à ce que tu travailles... sur la singularité du vivant, par rapport à ce que tu travailles sur le monde digital, etc. Est-ce que tu pourrais essayer de nous dire quelque chose par rapport à la démocratie, non? C'est-à-dire le rapport entre l'agir du citoyen, la démocratie, etc., et les algorithmes. Alors, au fait... je ne pensais pas, parce que Britt, elle a dit, bon, commence ta conférence. Je me suis dit, ah bon, c'est quand même extraordinaire, je ne pensais pas que c'était une conférence. Mais donc, je préfère peut-être, si vous êtes d'accord, je vais présenter quelques axes de travail pour après peut-être permettre un peu... On commence par exemple à répondre à la question. La question était, je la répète, est-ce que les robots, l'intelligence artificielle, les algorithmes donc, ne peuvent pas aussi avoir quelque chose de positif? Ah, le micro est allumé, Marie. Non. Oui, alors donc la question est, est-ce que les algorithmes peuvent avoir aussi quelque chose de positif dans le sens, est-ce qu'ils peuvent nous aider à faire des tâches ennuyeuses pour libérer justement le temps pour autre chose plus intéressant qui donne plus de sens à nos vies? Alors bon, par rapport à la question des algorithmes comme ça, tout égaux, en effet, je ne pense pas qu'on puisse juger en positif ou négatif quelque chose que moi je considère comme une révolution anthropologique et historique majeure. Je crois que le monde digital, l'émergence du monde digital avec sa force de transformation matérielle du vivant et de la pensée sur Terre, c'est-à-dire le monde digital, pour dire comme ça, modifie la pensée et l'étendue, pour le dire avec des mots plus classiques, n'est-ce pas? Alors, pour dire tout de suite, je pense l'émergence du monde digital comme ce qu'on appelle la 3e grande révolution anthropologique, en faisant référence par là le fait que l'espèce humaine, quand d'une façon ou d'une autre, mais c'est trop conflictuel de parler de ça, acquiert la langue, non? Le langage articulé, hein? C'est-à-dire il y a des proto-langues animales, des communications animales, effectivement, mais quand tout à coup acquiert le langage articulé, c'est considéré la première grande révolution parce qu'effectivement, tout à coup,
cette espèce-là va passer à être une espèce que la partie des connaissances indirectes devient plus importante que la partie des connaissances directes, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'expérimenter les choses pour les connaître, n'est-ce pas? C'est-à-dire il y a toute une partie des connaissances qui est transmise par la langue. Et ça donne une puissance énorme et à la fois, effectivement, est le premier grand saut de déterritorialisation par rapport au corps, par rapport au corps articulé, au corps agencé, parce que tout à coup, il commence à avoir de l'information qu'il n'a pas besoin d'expérimenter. Bon. La deuxième grande révolution, celle-là on la connaît mieux, c'est l'écriture, effectivement, il y a 3500 ans. Alors par rapport à l'écriture, effectivement, on peut l'étudier parce qu'on sait pas, on n'a pas des humains non parlants. Tous les essais d'il y a un siècle et demi sur les enfants sauvages, finalement, n'ont rien donné, n'est-ce pas? En revanche, il y a aujourd'hui beaucoup de peuples non alphabétisés et il y a surtout beaucoup de gens semi-analphabètes qui ont été alphabétisés à un moment donné et qui perdent, n'est-ce pas? Et alors ça nous permet de voir à quel point, à quel niveau de transformation matérielle, comme je disais dans la pensée, l'étendue pour dire comme ça, n'est-ce pas? Ce type de révolution interviennent parce que, bon, dans les travaux qu'on peut faire sur le cerveau, on peut voir que les types de connexions qui correspondent au recyclage neuronal pour lire et écrire agissent par exemple chez les analphabètes d'une peuplade alphabétisée. Vous voyez? Donc ça montre quand même que ce type de révolutions sont des révolutions qui modifient matériellement les milieux, les vivants, etc. Et cette deuxième révolution, donc, juste pour contextualiser, non? On considère grosso modo, mais il n'y a pas de calcul fait comme ça, mais grosso modo, on dirait que 75%, 2/3 de l'information, elle devient d'information indirecte, c'est-à-dire que voilà, les membres de l'espèce humaine, tout à coup, avec la possibilité de matérialiser la pensée par l'écrit. Bon, alors, la troisième grande révolution, effectivement, c'est donc un niveau de déterritorialisation supérieur. Et avec l'arrivée de la digitalisation, aujourd'hui, on sait que ça dépend, hein, mais dans certains cas, il y a des gens, ça ne se passe pas par des populations entières, mais par des milieux, n'est-ce pas? Il y a des gens qui, 95% de leurs rapports d'information, et d'information même y compris d'eux-mêmes, non, arrivent par l'information consciente et non pas par une expérimentation corporelle, n'est-ce pas, qui est la condition de la compréhension. Alors, la grande différence avec la langue, on n'a aucune idée parce qu'effectivement, on ne sait pas qu'est-ce que c'est un humain non parlant, puisqu'on appelle humain à l'étang qui parle, comme disait Heidegger. En revanche, voilà, on peut comparer clairement alphabétisé et non alphabétisé. La première grande différence, c'est que l'écriture, la lecture et l'écriture, il y a 3500 années dans la Mésopotamie, a pris justement ça, 3500 années, et encore aujourd'hui, ça s'est pas universalisé, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, c'est problématique. Il y a des désalphabétisés, il y a, bon, en tant que, bon, le premier truc qu'on peut dire par rapport au monde algorithmique, c'est qu'effectivement, en 30-40 années, il y a eu une diffusion mondiale, avec une adoption mondiale de la chose, et qui sont arrivés à même faire un pont sur la question de l'alphabétisation, au début, vous savez, il y a, pas au début, mais il y a 30, 35 ans, 40 ans, encore l'idée du monde digital posait le problème parce que le monde digital était accessible qu'aux alphabétisés, par exemple. Or, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la technique a fait un pont sur cette barrière à sa diffusion. Et donc,
moi j'étudie depuis très longtemps quelles sont les conséquences de cette cohabitation compliquée, cette cohabitation conflictuelle entre les mondes digital et les mondes du vivant et de l'humain en particulier, les deux. Non? Alors, l'état actuel des choses est celui que je rappelle souvent, et celui qui avait été énoncé par Jean-Pierre Changeux il y a déjà quelques décennies, dans l'homme neuronal, quand il va dire ce qui va devenir monde aujourd'hui, ça va devenir la vérité absolue, le quotidien, quand il va dire qu'on était en condition d'abolir la frontière entre le mental et le neural, n'est-ce pas? C'est-à-dire que donc finalement le mental va être considéré comme des processus périphériques, imaginaires, mais qu'à vrai dire, leur vérité était les processus et les circuits neuronaux. Et ça, c'est un pas, disons, vertical, et un pas horizontal des côtés, c'est quand on va assimiler donc ces circuits neuronaux au monde digital, n'est-ce pas, à l'algorithme. Et des gens comme Jean Petitot vont dire on peut se libérer de l'ambiguïté du concept pour passer à la clarté de l'algorithme, par exemple, hein, le grand épistémologue français Jean Petitot. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, l'état des choses, comme ça pour dire l'état en gros, c'est que l'hypothèse centrale est l'hypothèse de la continuité des natures, pour dire comme ça. C'est-à-dire que disons, la doxa officielle dans la recherche est que il n'y a pas une discontinuité qualitative entre les mondes digital et les mondes du vivant, que ce soit le cerveau ou que ce soit les fonctionnements des corps. C'est-à-dire que ça, c'est la doxa dominante. Hein, c'est-à-dire que effectivement, la seule différence, elle est quantitative, hein, mais pas qualitative. Et tout ce qui résiste à la modélisation digitale, à la algorithmisation, apparaît comme le bruit dans les systèmes, c'est qu'il faut algorithmiser. Et on considère donc dans les neurosciences, par exemple, qu'on arrive de plus en plus à un modèle complet qui explique les affects, les perversions, l'amour, à niveau du cerveau par le double circuit chimique ou électrique, et à niveau de la modélisation, bon, parce qu'on modélise des fonctionnements, on prévoit. Ceci a comme première conséquence, parmi d'autres, n'est-ce pas, c'est cette dislocation des fonctionnements intégratifs du cerveau, pour parler du cerveau au départ, parce qu'en réalité, ce que nous voyons dans l'interaction cerveau-machine, c'est que la machine capture des segments disloqués du cerveau au-delà de la fonction intégrative permanente qui est une fonction en boucle permanente avec les corps. Hein, c'est-à-dire que la fonction intégrative du cerveau, qui est celle qui fait barrage, non, parce qu'elle va créer un intérieur et un extérieur. Hein, c'est-à-dire que les cerveaux et les corps vivants en général ne sont pas dans un rapport action-réaction, stimuli-réponse, n'est-ce pas, feedback. Les corps vivants sont dans un rapport disons, de désaccommodation avec l'environnement. Hein, sont dans un rapport de désaccommodation parce que ce que nous identifions comme un stimuli, pour les corps, par transduction, tout ce qui se passe pour un corps vivant se passe dans une antériorité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les corps vivants sont dans un rapport, pour le dire comme ça, avec soi-même, hein, avec soi-même, et par couplage, effectivement, co-participent à créer un environnement. Mais les corps ne sont pas dans un rapport feedback. Bon. Aujourd'hui, effectivement, dans la modélisation, on pense que l'hypothèse dominante et l'hypothèse contraire, hein, de que nous pouvons, par modélisation successive, etc., algorithmiser. Alors, ça veut dire quoi, algorithmiser un système, un cerveau, peu importe? Ça signifie tout bêtement, très clairement, le rendre calculable. Hein, le rendre calculable, c'est-à-dire le rendre calculable, prédictible. Par rapport à la prédictibilité algorithmique, la force de l'engouement envers l'algorithme
ne peut pas être comprise si nous ne voyons pas quand même que le monde des algorithmes arrive dans une humanité en pleine crise, n'est-ce pas? Arrive dans une humanité pour laquelle son axe central, qui était la rationalité, la possibilité de penser d'une façon juste, et la fameuse hypothèse centrale de la modernité que qui pense bien pense le bien, eh bien, le monde digital correspond à une mauvaise rencontre, quelque part, entre une société occidentale et mondialisée par force, n'est-ce pas? Entre une société occidentale en pleine crise, des pertes de foi, de confiance dans la fonction rationalisante, n'est-ce pas? La raison avait failli d'abord dans le sens que c'était montré insuffisante pour incorporer l'aléatoire. Hein, c'est la grande crise de la logique et des mathématiques du début du dernier siècle. Mais la raison aussi s'était montrée surtout en faillite par rapport à ce que la raison avait pu construire comme horreur. Hein, que ce soit Hiroshima, hein, c'est-à-dire jusqu'à Hiroshima, la croyance la plus profonde. Aujourd'hui, il faut faire un effort pour comprendre ça. Mais jusqu'à Hiroshima, l'idée que tout ce qui faisait la science était pour un bien de l'humanité et du vivant allait de soi. C'est-à-dire science égale bien, n'est-ce pas? Alors la raison se casse la gueule en Hiroshima, la raison se casse la gueule à Auschwitz, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement le peuple de la raison et des philosophes produit l'horreur. Et se casse la gueule avec le stalinisme et l'idée d'une planification totale et complète de la vie. Bon, alors la mauvaise rencontre qu'on décrit un tout petit peu dans les bouquins comme un point de départ est celle-là. Et la mauvaise rencontre entre une humanité et une société qui se sent vraiment en perte de son idéal, de son futur promesse, et qui se trouve avec un futur menaçant. Hein, c'est une inversion absolue de l'horizon. Hein. Et tout à coup, effectivement, il y a des processus marginaux, des New Age, ou des retours des religions, n'est-ce pas, qui correspondent à cette disons, faille, cette déception par rapport à la raison. Mais il y a surtout la mauvaise rencontre avec l'appareil à penser, à raisonner, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout à coup, cette humanité qui s'est trouvée beaucoup trop piégée dans les pulsions, dans la passion, dans la défaillance, non? Va déléguer la fonction raisonnante à cette nouvelle possibilité qui s'ouvre. Et c'est ce qui va donner, de mon point de vue, on ne comprend pas la question de la place des algorithmes aujourd'hui. Si on ne comprend pas un tout petit peu ces contextes sociaux et anthropologiques, tout à coup, il y a quand même ce que Foucault va appeler, non pas la postmodernité, mais la hypermodernité. Tout à coup, on regagne absolument confiance dans la possibilité d'une compréhension complète, consistante, la possibilité de prévoir, mais cette fois-ci par une délégation à la machine. La délégation à la machine veut dire qu'on se débarrasse de l'épaisseur des corps. Parce que les corps sont trop obscurs, les corps sont trop piégés. Donc, c'est pourquoi le monde algorithmique est un monde qui promet cette émancipation-là, qui est l'émancipation par rapport à la lourdeur, à l'opacité des corps, n'est-ce pas? Alors, quand Britt dit au commencement, est-ce que les algorithmes sont bons, sont mauvais, est-ce qu'ils peuvent nous aider? Alors, en réalité, comment se passent les choses aujourd'hui, c'est ce qui, depuis quand même un bout de temps, hein, c'est que nous assistons à une délégation de la fonction de rationalité massive envers les algorithmes, c'est-à-dire la macroéconomie, elle est absolument gérée par des modèles algorithmiques hyper complexes et des big data qui communiquent entre eux, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils communiquent entre eux
et dans lesquels l'idée un tout petit peu naïve de dire mais c'est quand même un humain qui est là en train d'appuyer les boutons, de programmer, ne correspond pas à la réalité. Ne correspond pas à la réalité parce qu'à vrai dire, il y a un niveau émergent d'autonomie très très fort dans ces mondes algorithmiques qui fait que l'humain, ce qu'on appellerait le facteur humain ou l'intervention humaine, n'occupe pas autre chose que la place des segments dans la combinatoire, n'est-ce pas? D'autant plus, je répète, que comme nous sommes convaincus qu'il n'y a aucune différence qualitative entre le cerveau humain, entre l'humain, le vivant et la machine, il n'y a pas non plus, vous voyez, comme préoccupation chez les techniciens, chez les chercheurs, il n'y a pas non plus la préoccupation de dire mais attention, attention, là il devrait intervenir l'humain, vous comprenez? C'est-à-dire que ça c'est une préoccupation, une réflexion vue de l'extérieur du monde algorithmique. L'idée de dire mais là il devrait intervenir l'humain. Parce que dedans le monde algorithmique, il n'y a pas d'altérité, vous comprenez? Il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas l'autre, il n'y a pas un autre qui serait l'humain, les vivants, ou je ne sais pas quoi, qui aurait droit au chapitre, n'est-ce pas, qui aurait droit au chapitre. C'est-à-dire que dans le monde algorithmique, il n'y a pas d'altérité parce qu'effectivement, en suivant les dogmes de la théorie de l'information, on considérera que tout est information, tout sont des unités d'information, et qu'au fait, finalement, ce qu'on appelle un cerveau humain, un homme, un chat, un chien, une table, ce n'est pas autre chose que un niveau d'information agencé sous une certaine forme, vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il y a une dématérialisation des faits. Et on entend toujours parler de la dématérialisation comme processus dans lequel, dans une boîte, on n'utilise plus de papier, on utilise... Mais la dématérialisation, ça ne se réduit absolument pas à cette économie des papiers ou des crayons, je ne sais rien. La dématérialisation est une hypothèse agissante très forte dans les mondes algorithmiques parce qu'effectivement, l'hypothèse est que tout est information. Ça veut dire que quand je modélise le cerveau de quelqu'un, qu'on me dise, oui, mais entre ton modèle du cerveau avec des algorithmes capables d'apprendre, etc., et de corriger le tir, entre des algorithmes et le cerveau, la différence, c'est qu'il y a des cellules, des neurones, etc., ben ça, c'est pas accepté, ça, n'est-ce pas? C'est pas accepté parce que tout ce que vous pouvez nommer comme cellules, neurones, hormones, neurotransmetteurs, ben tout ça aussi est modélisable, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça j'insiste un peu là-dessus parce que pour moi c'est un point très important, il n'y a pas d'altérité dans les mondes algorithmiques. C'est-à-dire que l'idée des science-fiction, de qu'il arrive un couple comme ça, qui lutte et qui débranche la machine ou qui casse la machine, il n'y en a pas pour deux choses. D'abord parce que les couples, ils correspondent à un modèle concret de ceux qui sont défaillants, ils sont absolument modélisables. Et deuxièmement, et surtout, parce que tous les travaux qu'on fait pour comprendre les rapports entre les mondes algorithmiques et les cerveaux et les vivants montrent, et c'est le point quand même fondamental, je pense, pour parler de démocratie, montrent que par la seule promiscuité permanente de l'utilisation du monde digital, existe une dislocation des fonctions jusque-là réservées au cerveau qui font qu'en réalité, nous sommes tous, à des degrés différents, déjà hybridés avec le monde digital, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser mon smartphone, je ne peux pas jouer avec un jeu vidéo, je ne peux pas utiliser des modèles, etc., etc. Je ne peux pas le faire sans qu'il y ait cette modification-là. Alors, ceci n'est pas la première fois qu'un outil modifie l'utilisateur. Au contraire, toujours les outils ont modifié l'utilisateur. Le problème, c'est simplement, d'une part, la vitesse, la puissance et la méconnaissance de cette altérité. Vous voyez? Mais dans tous les cas, l'illusion un peu science-fiction de
mais l'humain est là, l'humain s'occupera. Eh bien, dans cette hybridation, c'est ce que moi je voudrais que ce soit une hybridation, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une colonisation, n'est-ce pas, du monde algorithmique sur le vivant et la culture. Eh bien, dans cette colonisation, justement, ce qu'il n'y a pas, c'est une hybridation. Alors, de ce point de vue-là, quand on dit est-ce que les algorithmes peuvent aider ou pas aider, eh bien, dans cette question, il y a encore quelque chose de déjà très affaibli, voire dépassé, qui est un régime des deux, vous voyez, un régime dans lequel il y a un humain et la machine algorithmique, vous comprenez? C'est là où la question, elle est dépassée, parce que ça correspond à un imaginaire qui ignore les fonctionnements déjà hybridés, vous comprenez? C'est-à-dire que si je me dis, est-ce que la machine peut m'aider ou est-ce que la machine peut m'attaquer, on est dans une vision qui ne correspond pas du tout à l'agencement matériel actuel. C'est comme quand on dit, est-ce que la machine, est-ce que la technique pourrait attaquer l'humain? Vous voyez? Que c'est le sujet par excellence des milliers de bouquins de science-fiction. Eh bien, cette question-là n'a pas lieu à être parce qu'il n'y a pas cette altérité, vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas un humain qui pourrait être détruit par la machine. Ce qui est en train de se passer, et de mon point de vue, c'est le phénomène central de notre époque, c'est vraiment le phénomène central de notre époque, parce que ça tient à la modélisation du génome qui nous permet de faire des OGM, à la modélisation démographique, à la modélisation économique, à la modélisation de l'éducation, de la santé, n'est-ce pas? Ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement, comme il n'y a pas, de notre point de vue dominant, hein, il n'y a pas cette altérité, cette variable-là, vous voyez, la variable mais, et qu'est-ce qui se passe avec Robert, n'est-ce pas? Parce que cette variable ne rentre pas en ligne de compte. Vous voyez, quand par exemple on applique une logique algorithmique à l'éducation nationale, que c'est ce qui se passe aujourd'hui depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle l'école des compétences, c'est-à-dire on veut mettre des compétences utiles dans la tête de l'enfant, enlever les compétences inutiles, n'est-ce pas? Et alors donc, les choses sont dites clairement, hein, tout est panoptique, hein, pour qui veut les voir. La pédagogie des compétences dit il faut apprendre et apprendre, et apprendre à désapprendre ce qu'on a appris pour apprendre autre chose. C'est la description d'un disque dur, vous voyez, c'est la description d'un disque dur. Alors, dans cette description des pauvres mômes, dans des théories de compétences, les mômes doivent être vus comme une table rase, vous voyez, sur laquelle on colle des compétences positives. Positives pour qui? Ben, positives pour les marchés, pour l'emploi, pour les finances, n'est-ce pas? On colle des compétences positives, on décolle des compétences... Bon, alors, tout mon boulot, par exemple, avec Angélique Delray aussi, elle a travaillé sur l'école des compétences, tout le boulot semblait incroyable pour les kidam qui n'est pas au parfum de la chose. Tout le boulot, c'est pour dire, mais derrière cette table rase de compétences, il y a un môme. Vous voyez? C'est les mômes qui disparaissent. C'est-à-dire, les mômes absolument devenus profils, ils disparaissent. Vous comprenez? Alors, c'est la dématérialisation dont on parle, ce n'est pas la dématérialisation du petit papier. La dématérialisation est cette tendance épistémologique, de recherche et technologique dans laquelle, effectivement, on ne voit plus qu'est-ce qu'il y aurait au-delà. Alors, c'est ce qui m'a valu, comme moi j'insiste là-dessus, c'est ce qui m'a valu que quelqu'un de peu recommandable comme Laurent Alexandre, et dans son bouquin dernier, il dit Miguel est bioconservateur, n'est-ce pas? Il dit je suis bioconservateur parce que je dis qu'il y a une singularité du vivant et je dis que les cerveaux ne fonctionnent pas comme une machine état discret, n'est-ce pas? Alors ça m'a valu d'être pour la première fois de ma vie, alors là c'était pour moi extraordinaire, d'être appelé conservateur. Là c'était quand même pas mal. Et alors donc, effectivement, parce qu'il dit mais pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus, n'est-ce pas? Pourquoi? Alors vous savez, Laurent Alexandre, lui c'est la pointe visible de l'iceberg formée des canailleries et finances, n'est-ce pas?
Et lui, c'est le plus canaille, c'est celui qu'on envoie au front. Mais derrière, il représente, de façon un peu ridicule, mais il représente toute la tendance actuelle de la recherche technoscientifique, n'est-ce pas? Et vous savez, son bouquin « La mort de la mort », non? Et alors, moi, ça m'est arrivé de parler avec Laurent Alexandre, et je ne savais pas si j'étais redevenu très jeune, j'étais aux urgences psychiatriques en train de recevoir un patient, parce qu'il m'expliquait que pourquoi veux-tu que les gens meurent, non? Alors tout à coup, c'était un tout petit peu, je disais, bon monsieur, est-ce que vous avez pris vos médications? Non. Et alors en fait, l'idée c'est ça, c'est l'idée quand même fractale de la dérégulation à tous les niveaux, vous comprenez? La dérégulation néolibérale, la dérégulation dans l'école, la dérégulation démographique, la dérégulation à tous les niveaux. Et si vous pensez qu'il y a quelque chose qui reste, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui obéit à une autre nature, eh bien vous êtes soit bioconservateur, soit spiritualiste, soit vitaliste. Et alors tout le boulot qu'on fait avec mes amis, avec Bastien Cani, avec que fait Giuseppe Longo, ou dans la philosophie Jean-Michel Besniet, tout le boulot consiste à ne pas se faire jeter dehors du monde de la recherche, du monde rationnel, parce que si on apparaît comme vitaliste, spiritualiste, je ne sais pas quoi, bon, c'est fini, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait pour, tout en restant acceptable par les mondes de la recherche, les mondes que se considèrent rationnels, comment on fait pour parler de cette singularité? Eh bien, ce n'est pas évident du tout. Alors, les voies sont multiples. Hein. Une des voies, certainement, est celle de repenser à quoi on appelle la raison, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours bon de se rappeler que même Alan Turing, le papa de l'ordinateur, lui, il disait déjà que même dans l'arithmétique, pas tout est calculable. Vous imaginez, si dans l'arithmétique, pas tout est calculable, aujourd'hui, on calcule, on fait des modèles pour faire des psychothérapies à quelqu'un, pour la démographie, pour l'éducation. Et les mecs, il dit, dans l'arithmétique, pas tout est calculable. C'est intéressant de savoir quand même qu'il a eu une vision là quand même. Bon. Et alors donc, la question, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, la recherche avance aussi dans notre sens. Vous voyez, par exemple, moi je trouve très intéressant tous les travaux de ces 10 dernières années qui viennent à la suite des travaux fondateurs de Lynn Margulis sur le monde des bactéries, n'est-ce pas? Qui parlent des biotopes intestinales et qui expliquent ces couplages qui existent, par exemple, entre les bactéries de l'intestin et le cerveau, et la capacité de penser, de réfléchir, de se sentir bien ou mal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, pour le dire clairement, ce qui est intéressant et ce qui est urgent, c'est rappeler que les corps ne sont pas les bruits dans les systèmes. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut quand même arriver à montrer que les corps ne sont pas les bruits dans les systèmes. Eh bien, c'est un boulot terrible. C'est un boulot terrible. C'est-à-dire, c'est très facile à dire, c'est très facile à y adhérer à l'idée, mais en revanche, c'est très compliqué dans un langage aujourd'hui acceptable par voilà, ces mondes-là, d'expliquer que les mondes des affects, de l'imaginaire, des instants, de l'intuition, je ne sais pas, tout ce qu'on nomme comme ça, n'est pas l'irrationnel et qu'il y a du non modélisable. C'est très, très, très compliqué. Alors voilà, le dernier truc, il m'a demandé par rapport à la démocratie. Alors effectivement, moi je n'avais pas travaillé par rapport à la démocratie. Alors c'était un bon défi de dire qu'est-ce qui se passe. Eh bien, ce qui se passe par rapport à la démocratie, c'est quelque chose, une tendance lourde dans laquelle on voit deux processus qui s'accompagnent et se réalimentent, non? Un processus de délégation donc des fonctions, des programmations, des directions, des décisions, à chaque fois plus poussé, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, un processus d'affaiblissement des citoyens, pour parler de démocratie, affaiblissement des citoyens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, que c'est un point de vue non pas, même pas psychanalytique ou psychologique, d'un point de vue neurophysiologique, un cerveau trop couplé avec le monde digital est un cerveau qui est très mal barré pour une pensée complexe ou critique. Vous
voyez? C'est-à-dire, pour vous dire concrètement, vous pouvez lire les travaux de Wolf, Madame Wolf, qui est une collègue nord-américaine avec qui j'ai eu la chance de connaître et d'échanger avec elle. Wolf travaille sur la question de la lecture sur écran. Alors, elle fait un boulot que moi je ne fais pas. Elle a passé des années en train de regarder par les machineries médicales qu'est-ce qui se passe avec la lecture par écran. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec la lecture par écran? Il se passe tout bêtement que les circuits courts sont convoqués et les circuits profonds, longs de la mémoire, de la lecture et de la mémoire, ne sont pas convoqués. Comme tout dans les vivants, ce qui n'est pas convoqué s'atrophie. Et donc ça veut dire tout bêtement que, par exemple, l'effet de lire sur écran, même sans faire du zapping, lire sur écran, convoque d'autres circuits. Vous comprenez? Convoque d'autres circuits. Les travaux qui existent, tout bêtes, qu'on cite toujours, mais que c'est quand même incroyable, c'est les fameux travaux qui après ont été démultipliés, et d'autres sur les GPS. Ben voilà, quelqu'un qui conduit avec les GPS, petit à petit va connaître une atrophie des noyaux sous-corticaux qui cartographie le temps et l'espace. Bon, alors donc, vous comprenez, il y a un double processus. Il y a un processus macro, de délégation des fonctions des citoyens vers des big data articulés entre elles, avec des algorithmes, etc. Et de l'autre côté, en face de ça, il y a un mécanisme de dislocation des capacités du vivant à agir, réagir et réfléchir. Dont une des conséquences, ce n'est pas la moindre, et que dans notre séminaire est un axe central avec Bastien, c'est qu'on est parti d'un constat tout bête. On se rend compte que plus on est informé, moins on peut agir. Chose que pour les gens de ma génération était une sorte de paradoxe aberrante, n'est-ce pas? Parce qu'on croyait que l'information... Bon. Donc, effectivement, on a travaillé là-dessus en disant, bon, effectivement, il y a quelque chose là qui montre qu'une partie de cette dislocation passe par cette mode de congédier les corps qui est la seule instance de l'agir, n'est-ce pas? Et alors, je vous dis, par exemple, mon petit commentaire l'autre jour avec une collègue italienne, on était en train de parler de ça, il s'avère que de plus en plus dans les psychothérapies de toute orientation, dans les psychothérapies de toute orientation, on se trouve face à un nouveau malaise, un nouveau problème qui est la difficulté de plus en plus grandissante pour que le patient, une fois qu'il constate, qu'il explore son symptôme, qu'il voit son piège, qu'il a horreur même de son piège, n'est-ce pas? Il ne peut pas changer, n'est-ce pas? On constate qu'il y a comme une sorte de dévitalisation, une dévitalisation qui fait que de plus en plus, et vous pouvez le constater tous, de plus en plus, il y a une relève faite par les coachs. Parce qu'eux, ils parlent de volonté, vous comprenez? Pour nous, en psychiatrie, psychanalyse, psychothérapie, parler de volonté, c'était interdit, absolument interdit, parce que la volonté, mais un des symptômes de la dévitalisation, et ça regarde la démocratie quand même, un des symptômes de dévitalisation est certainement cette panne désirante quelque part, qui fait qu'une population de plus en plus noyée devant les écrans, incapable d'avoir la concentration pour lire un bouquin d'un bout à l'autre. Pensez juste autour de vous, combien de gens vous disent « je n'arrive plus à lire un bouquin, je n'arrive plus à me concentrer ». C'est-à-dire que ce que je veux dire sont des processus bêtes, vous voyez, des processus bêtes, matériels, concrets, comme ça, vous comprenez? C'est-à-dire la dislocation touche ces trucs-là, vous comprenez? C'est-à-dire il ne faut pas penser à des niveaux très complexes, etc. À ces niveaux-là, on constate qu'il y a une sorte de panne désirante, pour parler jargon un peu psy, une panne désirante qui touche à ça. C'est-à-dire cette impossibilité de se positionner et de tenir sur son désir, comme disait l'autre, n'est-ce pas? De tenir sur un désir. Non pas qu'il n'y a pas de désir, n'est-ce pas? Mais il y a une rupture des liens avec l'extérieur, mais une rupture des liens avec soi-même. Il y a une perte de dimension d'intimité, n'est-ce pas? Il y a une perte de cette dimension d'intimité qui est le four dans lequel s'est cuit le désir, n'est-ce pas? Cette intimité avec soi-même, cette intimité avec l'autre, n'est-ce pas? Dans lequel effectivement quelque chose d'un désir peut émerger tout à fait au-delà du feedback mécanique
de fonctionner. C'est pour ça, moi, un bouquin récent, j'avais appelé ça « fonctionner ou exister ». Non pas parce que dans l'existence, il n'y a pas de fonctionnement, mais parce que l'enjeu actuel est exister de moins en moins et fonctionner de plus en plus, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que exister signifie se coltiner avec tout ce que la technique actuelle tente d'écraser, qui est l'indésirable, l'indécidable, l'erreur, n'est-ce pas? Et avec cette promesse de fonctionner bien. Eh bien, je vous assure, il y a peu de choses plus délétères pour les vivants qu'adhérer de façon extérieure, non, disciplinaire, à un bon fonctionnement. Parce que les vivants et les humains encore plus, bah, le propre de l'humain, c'est de merder, quoi. Hein, de se tromper, de faire n'importe quoi, de répéter 1000 fois la même connerie, d'avoir des tendances qu'on ne peut pas expliquer, vous voyez. Alors donc, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas dire pourquoi, n'est-ce pas? Tout ce pourquoi qu'on ne peut pas dire et qui témoigne de cette dimension d'intimité qu'une certaine promiscuité est en train de détruire. De mon point de vue, les rapports avec la démocratie, puisque je ne suis pas un politicien, ni beaucoup moins, les rapports avec la démocratie, celui-là, il y a une dévitalisation qui fait qu'aujourd'hui, les États démocratiques font que de plus en plus, à la tête de l'État, il y ait des garçons de course envoyés par les finances et de moins en moins de capacités d'une réflexion, d'une contestation, n'est-ce pas? C'est pour ça que les garçons de course, comme c'est votre président, n'est-ce pas? Les garçons de course de la finance, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je ne me suis pas bien expliqué. Bah, il faut comprendre ce qu'est en train de dire les garçons de course. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que lui, il est déjà dans le monde où il n'y a pas d'altérité, vous comprenez? Si les gens sortent dans la rue, c'est parce qu'ils ne sont pas bien compris. Vous comprenez? Ils ne sont pas bien compris. Parce qu'il n'y a pas d'altérité. Il y a non alternative au fonctionnement. Bon, effectivement, d'un point de vue démocratique, ces petits bouquins, voilà, on m'avait demandé de voir, alors, quelles sont les conséquences. Je peux travailler par rapport à la médecine, par rapport à l'éducation, par rapport à d'autres choses. Par rapport à la démocratie, effectivement, c'est un problème central qui pose cette algorithmisation du monde de nos vies. Là, je m'en vais, alors. Et vous applaudissez, et encore, vous n'avez pas vu le saut. Hein. Là, je ne vous dis pas, hein, quand je vais sauter. Bon, Miguel, tu te dis ni technophile, ni technophobe. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu nous recommandes dans ton livre, en général, cette hybridation avec la machine? Tu as juste abordé très brièvement, mais je voudrais que tu développes. Alors, effectivement, depuis très longtemps, nous assistons à une sorte... Il y a une technophobie noble, disons, qui est noble et très belle, qui est celle d'Ellul ou de l'école de Francfort, les travaux de Horkheimer ou des autres de l'école de Francfort, qui, dans un heideggerisme de gauche, si ceci est possible, effectivement, vont faire une critique à la technique, parce que la technique nous met dans le monde du on, l'aliénation du souci, n'est-ce pas? C'est-à-dire toute la critique de l'école de Francfort et en partie heideggerienne, n'est-ce pas, de la technique comme aliénation. Et de l'autre côté, il y a les technophiles. Hein, bon, aussi, il y a des technophobes moins cultivés, hein, c'est-à-dire que juste ça les fait peur et on n'aime pas ça et point à la ligne. Il y a des technophobes. Il y a des critiques humanistes à la technophobie très intéressantes, comme celle de mon ami Jean-Michel Besnier, n'est-ce pas, qui est une critique depuis l'humanisme, parce qu'il va dire, bon, les résultats de tout ça, c'est l'homme simplifié, comme il l'appelle. Et des côtés technophiles, bah, des côtés technophiles, il y a, pour dire comme ça, tout le monde. Ça, c'est-à-dire en face, il y a tout le monde. Pourquoi? Parce qu'effectivement,
la technique a une charge métaphysique très très forte, c'est-à-dire que la technique a renoué avec la promesse, c'est-à-dire que face au monde menaçant, face à l'impensable total de la menace globale aujourd'hui, la technique a ses côtés magiques. Quelqu'un peut être absolument analphabète et ne pas savoir changer une ampoule, et quand même s'il dit mais la technique va résoudre, c'est sûr que si on évoque là, c'est une évocation magique, n'est-ce pas, vers la technique, non, la technique va résoudre. Alors, il y a des technophiles transhumanistes, il y a des technophiles, je sais pas, qui adhèrent à une esthétique du fonctionnement aujourd'hui. Le fonctionnement est devenu une esthétique, un mode de vie, un mode de discipliner la vie. Donc, entre technophiles et technophobes, moi je pense que c'est un débat qui ne correspond pas à la réalité actuelle. Je comprends le débat, mais ce n'est pas un débat qui correspond à la réalité actuelle, parce que je crois que par rapport aux technophiles, effectivement, les technophiles, ils justifient ce qu'ils font au nom d'un futur éventuel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils disent, bon, Laurent Alexandre est le plus ridicule, mais le plus clair, il dit, publiquement, il dit, mais mes enfants, il a dit ça dans une réunion publique, il y avait ces pauvres enfants-là. Moi, comme j'ai travaillé beaucoup de temps en pédopsychiatrie, j'ai failli faire un signalement, parce que les mecs, il dit devant ses enfants, mais si mes enfants demandent de ne pas mourir, n'est-ce pas, il dit. Et alors donc, il dit, bah, si tes enfants demandent de ne pas mourir, tu te renseignes où est le CMPP le plus proche, quoi, tu l'amènes en consultation, n'est-ce pas? Mais alors donc, l'idée c'est un tout petit peu comme ça. L'idée c'est, il faut assumer le futur, et donc il faut y aller, n'est-ce pas? Disons que la base des technophiles est celle-là. Il y a un sens comme ça, c'est une sorte de nouvelle téléologie, nouveau sens de l'histoire, mais absolument bon marché en plastique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas Hegel, c'est pas Marx, c'est pas Teilhard de Chardin, il y a un sens, c'est le progrès, n'est-ce pas? Voilà. Alors les technophiles inventent un futur qui effectivement est un futur trompeur, parce que le seul futur qui existe, c'est le futur qui existe ici et maintenant, comme virtualité du présent, n'est-ce pas? Cette vision topologisée du temps, n'est-ce pas? Dans laquelle le futur, c'est ce qui va arriver dans 10 minutes. Ben, ça, c'est une vision topologisée du temps qui ne correspond pas à la vie, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle le futur, ce sont les virtualités du présent, de la même façon que les passés sont les structurations du présent, n'est-ce pas? Et à quoi on nomme le présent? Ben, c'est à ces jeux beaucoup plus épais et larges que l'instant, n'est-ce pas? Entre les virtualités, les structures, etc. Bon. Alors donc, le futur qu'évoquent les technophiles est un sophisme pour justifier leurs croyances, et les technophobes, effectivement, parlent en général d'un passé illusoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est difficile de dire comment c'était fantastique le monde quand les gens n'étaient pas tous en train de regarder leur portable. Bon, c'est-à-dire, ça fait un peu un passé illusoire, n'est-ce pas? Et alors donc, au fait, de mon point de vue, la question c'est, on ne peut pas regarder le futur avec un rétroviseur. Le monde digital est déjà là et nous sommes tous, pour dire comme ça, contaminés. Non en disant contaminés dans ce sens négatif, non, c'est pas le coronavirus, non. C'est-à-dire, on est contaminé dans le sens qu'il n'y a pas d'humains ou de vivants purs face à la machine. Bon. Alors donc la question c'est, notre problématique c'est le monde algorithmique avec sa discipline, avec son économicisme, avec sa considération de que l'humain ce sont des ressources humaines, qu'on peut faire ce qu'on veut, etc. Ce monde-là est en train de coloniser les vivants. Notre lutte, et pour moi je l'appelle un engagement profond, existentiel, militant, politique et scientifique bien entendu, notre lutte doit être pour produire une hybridation avec la machine. Parce que hybridation veut dire que deux éléments de nature diverses se mélangent pour donner un troisième. Or aujourd'hui, il n'y a pas deux éléments de nature différente parce que la pensée dominante et la pratique dominante dit qu'il y a une continuité.
n'est-ce pas? Alors donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, lutter pour la démocratie, pour l'écologie, pour la justice sociale aussi, eh bien, toutes ces luttes-là passent par la possibilité de rétablir la légitimité concrète d'une altérité par rapport au monde algorithmique. Non pas pour lutter contre, mais pour qu'il y ait un autre que le monde de l'algorithme. Ok, écoutez, on peut passer aux questions si vous en avez. J'en vois une main levée. Soyez succinct parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui, mais peut-être il y a peu de questions. En tant qu'enseignant, je suis particulièrement concerné par ce que vous dites à propos de l'altérité que vous dites. Parce que dans l'exercice de mon métier, les ordinateurs sont apparus. Beaucoup de collègues se sont passionnés pour ces choses-là, mais moi je ne me suis jamais passionné pour eux. Et à la fin de ma carrière d'enseignant, maintenant je suis en retraite, tous les machins numériques, je les fuyais littéralement. Pour faire un cours, je parlais avec mes élèves, sans aucune machine, pour leur présenter les fondements de ma discipline, c'est-à-dire la physique et la chimie. Et je dois dire que jamais aucun élève ne m'a réclamé quoi que ce soit numérique pendant l'exercice du métier. Alors que beaucoup ont acquis un intérêt, ont acquis la physique et la chimie comme nouveau centre d'intérêt uniquement par échange de paroles. Alors que du côté de mes collègues, on multipliait les travaux pratiques assistés par ordinateur, et moi je les fuyais, sauf quand j'étais contraint pour des raisons matérielles. On installe des ordinateurs pour 5 ou 6 TP pour des classes de 24 élèves chacun. Je n'avais pas demandé de les déménager, faire mon truc et puis les réaménager après. Je ne pouvais pas. Donc je me suis servi de ces TP assistés par ordinateur. Et ce qui se passait, c'est que sur une demi-classe, ça marchait très bien, alors que sur l'autre demi-classe, ça ne marchait jamais bien. Et quand ça ne marchait pas, j'étais incapable de savoir ce qui se passait tant que ce n'était pas dans le phénomène physique lui-même étudié. Entre le phénomène physique et l'écran s'établissent des boîtes noires, c'est-à-dire une absence de raisonnement logique entre les résultats des expériences et leur interprétation. Donc ça, c'est juste pour confirmer ce que vous avez dit. Alors, une question que je voudrais poser, peut-on décontaminer, comme vous dites, cette maladie des machines, simplement en sélectionnant chacun de nous, en sélectionnant les informations et en diversifiant le plus possible nos centres d'intérêt. Bon, c'est évident que, bon, par rapport à l'éducation nationale, ça fait maintenant 12 ans qu'il y a eu le programme Microsoft, parce qu'il y a une volonté politique économique, non, aussi de conquérir l'école. Hein. Ils sont convaincus, ce n'est pas des cyniques, mais Blanquer, par exemple, est parmi les grands profondeurs comme ça de leurs ordinateurs partout. Alors, il y a une volonté politique et économique très claire, sauf que du côté enseignant, beaucoup d'enseignants, comme vous dites, reçoivent ça, c'est le progrès. C'est le progrès. Là-dessus, juste une petite parenthèse, il faut savoir quand même, parce qu'il faut s'intéresser, parce que c'est très facile de s'informer maintenant, les résultats de ces papiers sont partout. Les modifications cérébrales aussi dans la capacité cognitive et réflexive, dues simplement à la perte de l'écriture manuelle, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne pas comme ça, que si je peux écrire avec mon pouce, non, Michel Serres était content avec le pouce. Et alors, c'est pas vrai que je peux écrire avec le pouce, je peux écrire avec la langue, ou je peux écrire par transduction avec l'appareil, ou je peux écrire à la main, et ça fait la même chose dans le cerveau. Ça, concrètement, vous n'avez que les choix dans la multiplicité d'études qui existent aujourd'hui, accessibles en français même, sur la différence que ça fait, l'effet d'écrire à la main ou écrire à la machine, etc. N'est-ce pas? Et encore moins, cette
mono-écriture d'un pouce. Bon, voilà. Et, alors ça, c'est juste une parenthèse. Alors, effectivement, par rapport à la résistance, puisque cela il s'agit... moi, je crois que oui, qu'on a tout à fait intérêt à doser la quantité d'informations qu'on a. Aujourd'hui, il y a des processus d'addiction à l'information. Et quand je dis addiction, je parle d'un point de vue neurophysiologique, hein, c'est-à-dire il y a des processus d'addiction à l'information, c'est-à-dire parce qu'on a toujours besoin, on ne peut pas décrocher, n'est-ce pas? De la même façon qu'il y a des processus, il y a des thérapeutes qui gagnent les raviolis aujourd'hui en essayant de casser la dépendance au portable, vous voyez, c'est-à-dire l'idée de que les gestes même de consulter le portable, n'est-ce pas, est un geste qui effectivement ne correspond pas à un besoin de communication, n'est-ce pas, c'est-à-dire, sauf si vous êtes un pompier de garde, je ne vois pas qui d'autre aurait besoin de regarder tous les 30 secondes un écran, vous voyez. Donc il y a tout un truc de dépendance qui exige effectivement des pratiques alternatives. Mais ces pratiques-là, une fois encore, ne peuvent pas être piégées dans la volonté, vous comprenez? C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse volontairement et disciplinairement se sortir. D'abord, je pense qu'aucune addiction peut se sortir par la volonté, n'est-ce pas? On s'en sort comment on s'en sort? Parce que on déploie une autre pratique plus désirable, tout bêtement. Hein? C'est-à-dire, personne ne s'en sort d'une addiction s'il n'y a pas une tangente qui l'ouvre la porte vers un désir plus grand. Alors, ça doit être fait par des pratiques soit individuelles, soit collectives, n'est-ce pas? Mais oui, je pense qu'il faut, par rapport aux enfants, par exemple, c'est tout à fait clair qu'on a tout à fait intérêt, dans les familles, avec les amis, avec la tribu élargie, comme ça, de se poser cette question. Se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas? Mais on voit bien que c'est très difficile de le faire d'une façon non disciplinaire. Alors, de façon disciplinaire, ça ne sert à rien. De façon disciplinaire, ça ne sert à rien parce que ça provoque exactement le contraire. Alors, c'est vrai que si vous protégez vos enfants pour qu'ils ne voient pas des écrans avant 3 ans, aucun écran avant 3 ans ou avant 6 ans, il y a un bouquin très très intéressant qui s'appelle La construction du crétin digital. Non? Très très intéressant et très bien écrit. Alors c'est vrai que vous pouvez protéger un enfant jusqu'à 6 ans et après l'accompagner. Mais à la fois ce sont des pratiques qui doivent correspondre à d'autres modes de vie. C'est ça que je veux dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse développer des pratiques alternatives à la digitalisation totale, à la dépendance digitale, sans qu'il y ait d'autres pratiques de vie. Et ces pratiques de vie sont toutes des pratiques qui doivent mettre les corps en jeu. Hein? Moi, je connais beaucoup d'expériences alternatives, artistiques, politiques, sociales, etc., dans lesquelles les gens utilisent les appareils digitaux, mais les utilisent au service de leur projet, vous comprenez? C'est ça l'hybridation. L'hybridation, c'est quand tout à coup, tu n'es pas en train de... C'est ce qui fait une quantité énorme de gens, c'est-à-dire, plus il y a d'applications dans le smartphone, plus ils vont explorer et se mouler aux applications des smartphones. Vous comprenez? C'est ça la colonisation. Au quotidien, si on veut voir au quotidien. Tu apprends un jour que ton smartphone peut te dire combien de pas tu as fait de boulot chez toi. Tu apprends que te dit, je ne sais pas, parce que je suis dans un monde, je crois que je retarde de 10 années par rapport aux applications. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une colonisation ludique de l'application. Ce n'est pas que j'utilise une application, vous comprenez? Je suis utilisé par une application. Et là, vraiment, les concepts, ce n'est pas un philosophe que j'aime, mais les concepts d'Heidegger d'aliénation du souci est absolument ça. C'est-à-dire, les soucis comme l'élan vital, comme les vivants, comme la passion, etc., est aliéné directement par l'application. C'est-à-dire que c'est rarissime que quelqu'un utilise une application, pour le dire comme ça.
Alors donc, il faut encore, effectivement, je pense que ce sont des pratiques, mais qui doivent être des pratiques communes et surtout des pratiques joyeuses. C'est-à-dire, on ne peut pas opposer au ludique dominateur conquérant digital, on ne peut pas l'opposer à un monde triste et discipliné de privation. Vous voyez? C'est-à-dire, si vous ne regardez pas la télé, c'est parce que vous avez de meilleures choses à faire. Mais si vous n'avez rien de mieux à faire et vous êtes là en train de vous attacher les mains pour ne pas prendre la télécommande, d'un point de vue clinique, je vous dis d'attacher la main et regarder la télé, vous voyez, parce que ça ne vaut pas la peine, quoi. Il y a d'autres questions? Merci d'abord. J'ai peur d'enfoncer une porte ouverte par une question naïve qui m'est venue tout à l'heure en parlant d'hybridation. Il y a quelque chose qui me paraît évident, mais peut-être me tromperai-je. L'hybridation me semble impossible, la totale hybridation me semble impossible, parce que la machine n'a pas de vécu. Et que le vécu, c'est-à-dire la mémoire de sa vie, peut très bien changer la façon de raisonner, et la changer parfois de façon très importante. La machine, elle n'a pas de vécu, donc elle ne peut pas avoir cette influence sur le déroulé de son raisonnement. Est-ce que cet état de fait, je pense que c'est une évidence, est-ce que cet état de fait ne peut pas un petit peu nous protéger? Alors, ça, c'est un état de fait entre nous, pour dire comme ça, non? C'est-à-dire, c'est pas du tout un état de fait pour la pensée dominante technologique. Alors, l'hybridation n'exige pas justement que les deux éléments hybridés possèdent les mêmes qualités. Un Indien de chez moi, au nord-ouest, je ne sais pas, dans les Andes, est hybridé avec la montagne, avec les condors, avec le soleil, c'est-à-dire que l'hybridation signifie cet ensemble qui existe comme ça, insécable, un ensemble insécable dans lequel il y a des cycles couplés, non? Donc, en fait, si on peut parler d'hybridation sans que pour autant il y ait une sorte de mélange aux promiscuités des substances ou des natures. Oui. Oui, un couplage, quoi. Voilà. Oui, oui, hybridation relative dans le sens auquel c'est sûr que si on pense par hybridation la naissance d'un être hybride, c'est sûr que non. Ce qui s'hybride, c'est un fonctionnement commun qui inclut des êtres différents. Partiellement commun. Si, partiellement commun, chacun avec sa singularité, bien sûr. Ouais. Je veux simplement faire une remarque sur ce qui vient d'être dit. C'est que lorsqu'on dit que le système informatique n'a pas de mémoire, je voudrais tout de même dire qu'il existe des systèmes d'auto-apprentissage dans lesquels le programme utilise des données acquises pour s'améliorer lui-même. Donc c'est quelque chose qui existe. Bien sûr. Je ne suis pas un informaticien. Non, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je voudrais dire que ça existe. Non, la différence entre la mémoire informatique avec des algorithmes capables d'apprendre, etc., et donc de créer une mémoire, et la mémoire du vivant, c'est que c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, mais il y a tout de même des ressemblances, puisque nous-mêmes, nous évoluons en fonction des connaissances acquises aussi. Si. Une des différences, c'est que il n'y a pas de stockage d'informations dans les cerveaux ni dans les corps du vivant. Il y a une sculpture du vivant, c'est-à-dire que l'expérience va sculpter notre cerveau et notre corps d'une certaine façon dans laquelle ce qu'on a acquis fait partie du présent. Non? Alors, c'est vrai que ça réactualise certains la fameuse Magdalene de Proust, c'est-à-dire que certaines
élément réactualise une situation. Mais la réactualise par rapport à une sculpture matérielle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la mémoire, par exemple, à long terme, produit des protéines. C'est une production matérielle, non? Et en tant que le stockage de mémoire dans l'ordinateur est toujours, d'une certaine façon, symbolique, non? C'est-à-dire que ce qu'on stocke est là, et s'il est modifié, c'est parce que ça marche mal la machine. En tant que dans la mémoire humaine, une mémoire saine sélectionne, modifie et oublie, non? C'est-à-dire que c'est ça la différence fondamentale, c'est ça. C'est-à-dire que dans la mémoire en général animale, mais bon, disons humaine, dans la mémoire humaine, le stockage est un stockage métabolisant, pour dire comme ça. C'est-à-dire qu'on se souvient du code de notre carte bleue, d'accord? Ça, c'est un détail. Mais la mémoire, elle est métabolisante. Ça veut dire que les souvenirs et l'information, elle est métabolisée pour faire quelque chose d'autre. En tant qu'effectivement, dans la mémoire algorithmique, non, les informations doivent rester, et même celles qui produisent l'ordinateur, non? Et en plus, bon, elle n'est pas adaptative, en tant que la mémoire de la machine est adaptative, quoi. Ce sont des différences de nature, quoi. Moi, je verrais une grosse différence, c'est que dans la machine, il n'y a pas de raccourci attentif. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est énorme. Je n'ai pas entendu Monsieur dit que dans la machine, il n'y a pas de raccourci intuitif. Effectivement, c'est-à-dire parce que dans les propres, par exemple, nous, il y a très longtemps, pour un bouquin de logique mathématique, on avait fait une recherche qui était très drôle. Quels sont les processus de pensée d'un scientifique qui est en train de faire un travail de recherche, non? Et c'est très drôle parce que c'est tout le contraire d'une machine, non? Parce que il y a des sauts, par exemple, non? Il y a la solution et après il pense, il revient en arrière. Il y a des évocations d'images non significatives, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il n'y a que des sauts, n'est-ce pas, tout à fait inopinés et qui ne sont pas assimilables à un système multi-agent avec des niveaux émergents, non? C'est-à-dire ce sont des discontinuités, non? Que c'est bon, des raccourcis intuitifs à la fois. Les humains, c'est la fameuse phrase d'Einstein qui dit « je ne cherche pas, je trouve ». Bah, ça décrit aussi la pensée, les processus cérébraux. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose qu'après, donc intuitivement si on veut, qu'après je dois chercher, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a la trouvaille et la trouvaille doit être étayée par toute une recherche. Alors effectivement, la trouvaille, ce n'est pas la trouvaille de la formule finale, non? La trouvaille, c'est la trouvaille de quelque chose qui jusque-là fait du bruit et qui se transforme dans une hypothèse, pour dire comme ça, non? Sérendipité. La sérendipité. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une. Par rapport au plus grand challenge que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le changement climatique, est-ce que tu pourrais dire quelles seraient éventuellement les actions ou quelles seraient les... Comment on pourrait libérer les gens de leur sentiment d'impuissance, qui est tout de même assez frappant, à part les quelques activistes qui sont là. Mais vu l'unanimité, enfin pas l'unanimité, mais l'indolence des politiciens qui sont apparemment pas du tout sensibles à ces questions planétaires, comment faire? Ça, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Il y a des faits divers. Je pense qu'effectivement, il y a des dimensions comme des gens qui vivent autrement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au-dessous des radars et qu'on ne voit pas
des jeunes et moins jeunes, quoi, qui vivent, par exemple, dans des communautés, qui vivent de façon différente, dans des circulations différentes. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans des expériences mixtes, par exemple, moitié urbaine, moitié dans les communautés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches, pratiques. Il y a aussi des luttes, c'est-à-dire comme la lutte des jeunes avec Greta Thunberg, des choses comme ça. Après, pour le moment, effectivement, la politique et les politiciens sont structurés de telle façon que tout ce qui va contre le réchauffement climatique exige, signifie concrètement perdre les élections. C'est-à-dire, c'est très compliqué étant donné les modes de faire la politique actuelle. Ça serait très difficile que quelqu'un arrive et dans son programme 10 mesures efficaces vraiment pour la lutte contre le réchauffement climatique, parce que les 10 mesures seraient toutes les 10 vécues comme des mesures anti-confort, n'est-ce pas? Alors, comme la politique actuelle est une politique représentative et sans mouvement social, sans espace intermédiaire, sans participation directe, active des gens, les politiciens, ils ont comme seul objectif, c'est faire réélire et durer, n'est-ce pas? Alors c'est très compliqué pour un politicien qui veut gagner les élections de dire quelque chose de vraiment profond, sérieux. C'est pour ça qu'il y a l'idée du durable, n'est-ce pas? Le durable qui est un tout petit peu comme un pis-aller, de dire, bon, d'accord, on va voir comment ça peut durer, n'est-ce pas? Mais bon, c'est-à-dire, mais bon, je crois que là, qu'il y a un tas d'essais, il y a des pratiques de tout type, je pense que toutes sont bonnes, qu'il n'y a pas à faire les commissaires politiques, mais que pour le moment, on est très loin du compte d'un rapport de force efficace, c'est clair et net. Dans les tiers-mondes, la seule chose que les gens veulent, c'est avoir accès à la consommation. Dans les premiers mondes, la seule chose que les gens veulent, c'est ne pas réduire la consommation. C'est quand même un tout petit peu compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué, mais en même temps, c'est la rationalité qui nous dit que maintenant, tous les scientifiques nous le disent, ils sont rationnels, les scientifiques. Et c'est leur problème, moi, justement. Et malgré ça... c'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure. On voit bien qu'on est dans une sorte de discontinuité entre ce que rationnellement on peut comprendre individuellement ou collectivement et l'acte. C'est-à-dire on est devant quelque chose qui montre à niveau collectif, à niveau individuel, il y a une sorte de discontinuité majeure qui parle d'une grande transformation très profonde qui est qu'on est dans un moment dans lequel l'homme de l'humanisme, comme on dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'homme de l'humanisme qui agit, l'homme au modèle cartésien, je ne sais pas, au kantien, il n'existe plus, quoi. C'est-à-dire, ce qu'il n'y a pas, c'est de l'émergence de nouveaux sujets sociaux de l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas de nouveaux sujets, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, on vit des changements tellement profonds que ce qu'on ne sait pas, c'est, pour le dire comme ça, qui pourrait agir, quoi pourrait agir, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on voit bien que les vieux modes de structuration de l'agir, d'organisation, qui correspondent à un autre état historique, sont épuisés, sans voir émerger de nouveaux modes d'association qui devaient être certainement des modes qui associent non pas les humains entre eux, mais les humains, les écosystèmes. C'est pour ça que toujours on cite un exemple, ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, dans lequel, d'abord, après 20-30 ans de lutte, n'est-ce pas, la pratique, ce n'était pas qu'un slogan, il disait « Nous ne défendons pas la nature, nous faisons partie de la nature en train de se défendre », n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un exemple d'une lutte très territorialisée. En Amérique latine, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Exemples très territorialisés dans lesquels, effectivement, ce n'est pas des militants qu'on peut déménager, qui sont là aussi. C'est un ensemble qui inclut les territoires, les arbres, les animaux, l'écosystème et les humains qui résistent
à un projet de destruction. Je ne vais pas faire un modèle, mais simplement, c'est pour donner un exemple de ce qui me semble qui aujourd'hui commence à émerger comme nouveau type de sujet, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pas une question, c'est... Vous avez parlé beaucoup de l'intime, de l'altérité et de l'intime. Et ça me fait penser que je ressens les intrusions de la machine comme un viol de mon intimité. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'essaye dans un texte d'envoyer un mail et que la machine me voit commencer un mot et m'en propose 12 autres, on se retrouve quasiment dans l'histoire du Karavetski, ça peut me faire rire, mais en fait non, ça me fait pas rire, et c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup dans cette possibilité de viol de cette intimité. Oui, bien sûr, ça passe aussi par exemple par la perte des espaces structurants, non, l'intime et le public par exemple. Aujourd'hui, ça paraît normal d'être appelé dans la rue, dans le métro, dans un bus, et qui nous raconte des choses. Mais ce n'est pas du tout évident d'un point de vue de la structuration psychique, l'effet de ne pas avoir une division entre le public et le privé. Moi, je me souviens toujours quand ça commençait à diffuser les portables, hier, hein, il y a 20 ans, hein, c'était en l'an 2000, il y a eu, boum, l'explosion des portables en France. Jusqu'à l'an 2000, rappelez-vous, il y avait des gens qui avaient des portables, mais boum, l'an 2000, bon. Je me souviens qu'au début, j'avais un voisin, là où je vivais, que j'avais repéré que toujours, quand il sortait, il était en train de téléphoner, donc très agité, quand il sortait de son appartement. Jusqu'au jour que, bon, des formations professionnelles, j'ai compris que ces gars-là, ils devaient avoir des phobies très fortes et que l'effet d'affronter la rue, affronter l'extérieur, lui était pénible et qu'alors il s'arrangeait pour avoir une sorte de pont qui dissolvait cette extériorité. Bon, alors comme mon voisin, il a fait école maintenant, et on voit bien quand même cette communication compulsive que la plupart du temps a comme motivation soit une dépendance compulsive, soit effectivement un rapport phobique qui nous permet de créer une sorte d'objet transitionnel qui nous enveloppe. Mais bien sûr que cette promiscuité est psychopathologique. C'est-à-dire, elle est psychopathologique, il est dissolvante des liens sociaux et des liens avec soi-même. C'est-à-dire, ce n'est pas possible d'utiliser l'espace n'importe comment. Ce n'est pas possible de savoir que quelqu'un qu'on aime est mort quand on est en train d'acheter les poireaux. Ce n'est pas possible d'avoir une dispute avec la personne qu'on aime en traversant la rue. Ce n'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que, alors, je sais bien que c'est possible, sauf que d'un point de vue psychopathologique, ce n'est pas sans conséquence. Alors, c'est possible, mais pas sans conséquence. C'est-à-dire que nous sommes des animaux qui ont besoin d'une certaine utilisation, entre guillemets, sacrée pas dans le sens transcendantal, non, c'est-à-dire sacrée dans le sens qu'il y a des interdits, des voies de circulation. Nous avons besoin des voies de circulation, des interdits, on ne peut pas, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que ça fait partie de cette dislocation psychique et neuronale qui nous affaiblit énormément parce que cette promiscuité n'est pas possible. Et après, bon, effectivement, il y a tous les trucs banals, mais que les trucs banals, c'est les plus intéressants à voir, non? C'est-à-dire comment, quand tu as des gens autour d'une table, chacun va mettre son portable, bien entendu, sur la table, et l'appel au portable est toujours prioritaire par rapport à la personne qu'on a en face. Parce que l'appel au portable, d'un point de vue de la économie psychique, pour dire comme ça, l'économie psychique, l'appel au portable fait référence à un au-delà, vous voyez, qui nous libère de la situation.
C'est-à-dire que l'imaginaire de l'appel au portable, pourquoi il est prioritaire? C'est parce que tout à coup, je ne suis plus capturé là. N'est-ce pas? Il y a un truc de ne pas être capturé, je suis ailleurs, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, ça permet ces rêves enfantins, tout à fait enfantins, d'ubiquité, de toute puissance, qui consiste à tout à coup avoir cet appareil qui fait que si mon corps est là, c'est un détail, quoi. Parce que je suis partout, comme disait un journal pas progressiste d'il y a quelques décennies, non? Est-ce que, pour toi, pour revenir justement aux luttes et à l'agir, est-ce que pour toi, les avocats qui actuellement ont déposé leur robe devant le Parlement, je ne sais pas où, ou les médecins, l'hôpital est en grève, etc., les médecins avec, les psychanalystes avec... Les psychanalystes en grève, moi j'étais pas au courant. Les gilets jaunes, ouais, il y avait des psychanalystes et un groupe de psychanalystes avec les gilets jaunes. Alors est-ce que ces groupes-là, ou ces révoltes-là, pour toi, c'est contre les algorithmes justement, et le diktat des data qui gèrent un hôpital, qui gèrent la justice, la médecine, etc. C'est-à-dire, certains peuvent être plus clairement contre. Je pense que les gilets jaunes, effectivement, au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou pas des algorithmes, c'est clair que les gilets jaunes, c'est le phénomène dans lequel une grande masse de Français blancs, de souches blanches, et Français, franco-français qui pensaient que l'État devait s'occuper d'eux. D'abord, pendant quelques temps, ils se sont dit « merde, ils nous ont oubliés », et après, ils se sont rendus compte qu'ils étaient surnuméraires. Et les jours qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient surnuméraires, ils étaient très fâchés, parce qu'effectivement, d'être surnuméraire, ça signifie « il n'y a pas d'hôpital et tu vas crever », ben oui, c'est dans les programmes, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, je ne sais pas comment ils les verbalisent, parce que les gilets jaunes, c'est un phénomène très variable, n'est-ce pas, très multiple. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, pour les gilets jaunes, sont les surnuméraires du programme économique, n'est-ce pas, du plan économique. Et voilà, et c'est drôle que ce soit des blancs, etc., surtout parce que c'était ceux qui considéraient que c'était un scandale si l'hôpital fermait. C'était un scandale s'il n'y avait pas de sous. Et ils vont finir par se rendre compte que c'était absolument pas un scandale, que c'était programmé comme ça, et que dans notre société, il y a des surnuméraires. Et alors après, bon, comme chacun les pense, le verbalisme, il n'y a aucun doute qu'aujourd'hui, pareil, quand ils disent vous allez vivre plus longtemps, donc vous allez travailler plus longtemps, etc., bah, tout ça, c'est la planification algorithmique que Macron et les autres croient qu'est la nouvelle vérité métaphysique et qui veulent communiquer au petit peuple. Alors, dans une certaine façon, tangentiellement, indirectement, bien entendu, c'est une révolte contre le monde de la hyperplanification qui décide à partir des données objectives qu'est-ce que les vivants doivent devenir. D'autres questions dans le public? Merci beaucoup, Miguel, et à la prochaine. Merci à vous.